l'introduction et l'invitation. Avant qu'on commence à rentrer plus précisément dans le sujet, j'aimerais vous poser la question, voilà, biomimétisme, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous auriez un exemple qui vous vient en tête quand on vous parle de biomimétisme? Le velcro, oui. Et vous savez de quoi il s'inspire? Oui, les petits crochets de la bardane qui s'accrochent sur les fourrures des animaux pour disperser les graines de la fleur. Et oui, c'est ce principe d'interaction entre des crochets et des fibres qui a inspiré le velcro, tout à fait. D'autres idées? Des nénuphars? Vous pensez à l'effet lotus? Oui. Alors ça s'appelle l'effet lotus, mais en fait il y a plein de plantes qui le font. Donc c'est le fait que leurs surfaces sont auto-nettoyantes, les gouttes d'eau perlent naturellement. Et en fait ça permet à la plante de rester bien en surface, en fait, des plantes aquatiques de rester bien en surface et de garder des bons niveaux de photosynthèse, en fait. Et nous, ça a inspiré dans l'industrie des revêtements, des peintures auto-nettoyantes. Alors, je vais voir. Non, en fait, j'ai pas vu comment. Ah oui, non, c'est bon. C'est juste en bas, oui. Oui, donc c'est une approche qui n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment nouveau, au-delà de l'effet de mode, c'est qu'on a une vraie émergence de sujets dans énormément de domaines d'application et de plus en plus de start-up, de projets de recherche académiques ou industriels qui émergent sur le sujet. Voilà, c'est une approche complètement transversale avec des applications aujourd'hui dans l'aéronautique, le spatial, les transports, la chimie, l'énergie. Il y a une start-up qui s'appelle InEnergy qui développe des hydroliennes inspirées des membranes ondulantes des poissons pour récupérer l'énergie des courants marins et fluviaux. Dans le domaine de la santé, on a Emarina, qui est une entreprise bretonne, qui, vous la connaissez peut-être, qui s'inspire de l'hémoglobine d'un ver marin pour développer des sangs artificiels et conserver les greffons plus longtemps. Donc voilà, on pourrait en citer un grand nombre. On a un certain nombre de pépites françaises, de start-up qui lèvent pas mal de fonds dans le domaine. Donc voilà, dans les dernières années, il y a une explosion vraiment du nombre de travaux sur ce sujet-là, avec une contribution assez importante des États-Unis et de la Chine, en particulier due au nombre d'équipes de recherche dans ces pays, mais il y a une vraie carte à jouer en Europe, et en particulier à travers la structuration du réseau allemand, par exemple. Donc voilà, c'est une approche qui est ancienne, qu'on pourrait dater à Léonard de Vinci, voire avant, qui avait déjà commencé à identifier, à observer les systèmes vivants en cherchant des propriétés qu'on pouvait transposer à la technologie. Aujourd'hui, je vais centrer ma présentation sur les matériaux. Et j'aimerais vous parler en particulier de la personne qui est au milieu, Pierre-Gilles Legenne, qui est un des grands ambassadeurs du biomimétisme, et en particulier lié aux matériaux. Donc c'est un prix Nobel de physique français. Et il a fait part d'une très grande humilité finalement par rapport aux matériaux du vivant. Donc par exemple la nacre, la soie d'araignée par exemple, en soulignant le fait qu'ils étaient extrêmement sophistiqués et que finalement, par nos procédés, finalement on était assez loin de reproduire ces matériaux, les propriétés de ces matériaux naturels. Et puis à droite, c'est une personnalité américaine, Janine Benyus, qui est très connue et qui a fait la promotion du sujet relativement récemment et qui a été une des premières à rapprocher le biomimétisme d'un objectif de développement durable. Donc là, c'est juste un petit point sur la sémantique. On entend souvent parler de bio-inspiration, biomimétique, biomimétisme. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est vraiment que le biomimétisme, c'est l'intersection entre la bio-inspiration et l'éco-conception. Voilà, comment je peux m'inspirer des systèmes vivants pour innover, et pour innover de manière durable. Et ça nécessite vraiment de comprendre les mécanismes du vivant. Donc on est au-delà de la métaphore. Ça nécessite vraiment de croiser les disciplines et de comprendre, travailler avec les biologistes, les physiciens,
et identifier certains principes qu'on peut transposer à nos technologies. Donc on a vu, c'est une démarche extrêmement transversale, avec des applications dans de très nombreux secteurs. Et on peut explorer cette thématique à travers ces grands enjeux et remarquer finalement que pour chacune de ces grandes thématiques, le vivant nous propose finalement un cahier des charges de durabilité. Quelque part, pendant 3,8 milliards d'années d'évolution, il y a certains principes de durabilité qui ont été sélectionnés, tout simplement parce que ça ne remettait pas en cause la survie des espèces. Et les systèmes vivants ont évolué dans un champ de contraintes fixé par leur environnement proche. Et on a un certain nombre de ces principes qui convergent avec les grandes orientations aujourd'hui en termes de transition énergétique, écologique. Pour donner rapidement quelques exemples, sur la chimie, on a deux chimistes américains dans les années 90 qui ont essayé de réfléchir à ce que pourrait être une chimie verte. Donc à rebours de la chimie industrielle de l'époque. Et donc ils ont réfléchi à tout un ensemble de recommandations pour ce type de chimie, en réfléchissant à une chimie qui se base sur des éléments abondants plutôt que sur des éléments rares, avec des réactions qui se produisent dans des conditions ambiantes, de température, de pression. Et finalement, c'est exactement les conditions dans lesquelles n'importe quelle cellule vivante réalise des milliers de réactions à la seconde. Et finalement, ce modèle, on l'avait sous les yeux depuis longtemps. Donc c'est un petit peu de se dire, il y a la même idée pour l'énergie. Aujourd'hui, de plus en plus de recommandations au niveau national, international, vont vers des énergies renouvelables, plutôt une séquestration du carbone, valorisation de la biomasse, une optimisation des flux d'énergie. Et le vivant fait ça en permanence. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut regarder les systèmes vivants pour voir en quoi ils peuvent converger avec certains enjeux actuels. Donc on va expliciter un petit peu plus l'application du biomimétisme aux matériaux. Dans le vivant, on a une très grande diversité de matériaux qui remplissent des fonctions très variées, liées à la couleur, des propriétés mécaniques, propriétés de surface, antibactériens. Qui sont fabriqués toujours dans des conditions douces à partir des éléments présents dans l'environnement. Quand on vous dit matériaux bioinspirés, matériaux biologiques, à quels matériaux vous pensez dans le vivant, si vous pouviez me citer C'est quand on dit matériaux, souvent on a l'impression que ça désigne que les matériaux industriels qu'on fabrique, matériaux manufacturés. Mais si on regarde le vivant sous l'angle des matériaux, Le bois, alors c'est marrant parce que c'est souvent des exemples qui reviennent en premier. C'est les matériaux du vivant qu'on a historiquement utilisés pour nos constructions, nos besoins. Donc c'est tout à fait le cas, c'est tout à fait juste. Et il y en a plein d'autres. La soie, effectivement. Pardon ? Alors le sable, pas tellement, c'est plutôt minéral. Les algues ? Oui, bien sûr. En fait, tout ce qui est constitutif du vivant, que ce soit les carapaces, les écailles, l'ensemble des éléments constitutifs. Bon, je suis désolée, j'ai un souci. Les os, les champignons. Et quand on regarde le vivant sous l'angle de la science des matériaux, on se rend compte qu'il y a des matériaux qui ont des propriétés de structure, solidité mécanique. On a des matériaux adhésifs, comme la toile d'araignée pour accrocher les insectes. On a des matériaux de protection, des chocs. Et là, on voit tout de suite toute une inspiration pour des matériaux qu'on cherche aussi à reproduire en industrie. Une idée importante concernant les matériaux biologiques, c'est leur propriété multi-échelle, en fait. Ils ont une composition chimique qui est extrêmement simple. À 95%, c'est du carbone, hydrogène, oxygène, azote. Présents localement. Les organismes fabriquent leurs matières premières, fabriquent leurs matériaux à partir des éléments qu'ils trouvent sur place. Et pourtant, à partir de cette composition restreinte, on a une diversité de fonctions incroyable. Des propriétés, on parlait tout à l'heure de l'effet lotus,
Propriétés d'auto-nettoyage, antibactérien, protection contre les rayonnements UV, anti-gel, propriétés mécaniques, de couleurs. C'est extrêmement varié. Et comment, à partir de quelque chose extrêmement simple, on obtient toute cette diversité? En fait, tout se joue aux échelles intermédiaires par la structuration des matériaux. Aux échelles des microstructures et des nanostructures. Il y a deux manières de pouvoir aborder cette question du biomimétisme lié aux matériaux. On peut soit partir d'un organisme vivant et regarder tout ce qu'on peut en apprendre et les différentes applications qui ont été générées. Pour illustrer ça brièvement sur ce papillon, il possède des ailes faites en chitine, c'est un sucre, un petit peu comme le glucose. Par la structuration sous forme de petits peignes micrométriques, on a à la fois une couleur qui est produite en interagissant avec la lumière, on a à la fois un effet hydrophobe, comme l'effet lotus, ce qui permet aux ailes de ne pas s'alourdir et au papillon de garder sa capacité à voler. Et on a également un effet sur la thermique. Au-delà de 40 degrés, le papillon ses ailes réémettent le rayonnement infrarouge et en dessous l'absorbe. Et ça inspire des applications pour des panneaux solaires notamment, pour éviter qu'ils perdent du rendement lorsqu'il y a une augmentation de température. Donc il y a eu différentes applications, dans le textile par exemple, inspiré de la couleur, pour certains revêtements, inspiré de l'hydrophobie et même dans des revêtements de panneaux solaires. Donc vous voyez comment, à partir d'un exemple, on peut décortiquer toutes ces propriétés, avoir des applications assez variées. Et la démarche inverse va consister à partir d'une question technique et d'aller explorer le vivant sous cet angle et de voir ce qu'on peut en apprendre. Donc sur l'enjeu, par exemple, si on parle de l'enjeu de l'adhésion et qu'on cherche une colle, par exemple, dans le vivant, en fait, ce qu'on veut pas, c'est pas forcément une colle qu'on recherche, mais c'est plutôt le fait d'assembler des éléments entre eux. Et si on traduit un petit peu la problématique et qu'on la reformule un petit peu différemment, on est alors capable d'aller identifier dans la biologie un grand nombre de modèles et qui ne mettent pas nécessairement en œuvre des colles. On a un ensemble de systèmes d'accroche mécanique, tous les petits filaments qui sont à la surface des pattes de gecko, par exemple, qui ont inspiré des moquettes avec des petits patchs. Et donc, comme il se passe de colle, ils améliorent la qualité de l'air intérieur. On a des colles présentes chez la moule, par exemple, qui sont assez remarquables d'un point de vue du cahier des charges, parce qu'elles résistent dans un milieu aqueux, dans l'eau salée, sur un milieu qui est hyper rugueux. Et même le lierre donc, comme quoi, en biomimétisme, on peut s'inspirer d'espèces aussi qui sont très communes, présentes autour de nous. Mais sa stratégie d'accroche a été comprise finalement assez récemment et combine une colle et des petits crochets mécaniques. Et pour résumer sur l'intérêt et l'opportunité de cette approche du biomimétisme appliquée aux matériaux, en fait, le vivant peut nous proposer un petit peu un cahier des charges de durabilité pour développer des matériaux de demain. Il inspire des nouveaux processus, des procédés d'auto-assemblage, des procédés de chimie douce, moins polluants. Il y a toute une organisation de la matière qui est assez intéressante et qui génère une grande variété de propriétés. Il y a de plus en plus d'équipes qui essaient de reproduire ces propriétés-là. On a également des matériaux qui sont adaptés à leur environnement, qui peuvent évoluer au cours de la vie du matériau, qui sont auto-cicatrisants. Un ensemble de propriétés dont l'industrie s'inspire de plus en plus. Donc voilà, pour résumer, on a une composition chimique extrêmement restreinte, de très nombreuses fonctions, malgré tout, qui sont générées à partir de peu de matières premières, là où dans l'industrie, on utilise pratiquement tout le tableau périodique. Quand on a un nouveau besoin, on va souvent créer un nouveau polymère qui est rarement, pas nécessairement biodégradable. Et alors que le vivant, en se restreignant à quelques briques élémentaires, mais en les structurant de manière assez complexe, génère une multifonctionnalité extrêmement intéressante. Et du coup, comme la complexité du vivant, elle est à cette échelle intermédiaire, ça pose des enjeux de manufacture. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de techniques qui permettent, comme la manufacture additive, l'auto-assemblage, processus de chimie douce, qui permettent de développer des matériaux bio-inspirés. Et pour finir, pour dire quelques mots sur le CBIOS,
et sur les enjeux liés au biomimétisme. Il y a des ponts assez importants, du coup, vous avez pu le comprendre, à faire entre la biologie et l'innovation industrielle. C'est des communautés qui n'ont pas spécialement l'habitude de se parler. C'est très pluridisciplinaire, donc ça pose un certain nombre de difficultés. Et du coup, voilà, c'est nécessaire pour favoriser les ponts entre les disciplines et l'innovation bio-inspirée, d'avoir tout un travail sur des méthodologies, développer un langage commun entre ces disciplines, des réseaux de compétences. Donc il y a un certain nombre de réseaux qui se sont structurés à l'échelle européenne, en particulier le réseau allemand il y a à peu près 20 ans. Et voilà, depuis, il y a un certain nombre de grands centres régionaux de recherche qui sont dédiés à ces approches. Et le CBIOS en France prend le pas de ce réseau allemand, avec voilà, un certain nombre de missions, à la fois voilà, de fédération de l'ensemble du réseau d'acteurs au niveau national, d'accompagnement. Voilà, on n'est vraiment pas, on ne se prétend pas expert à la place des experts, mais vraiment un rôle d'interface entre la recherche académique, les industries, et pour voilà, favoriser le déploiement de cette approche. Il y a également des travaux de thèse en interne. Voilà, c'est une approche qui est ancienne, mais aujourd'hui, il y a un besoin de structuration important, développer des méthodologies pour identifier des nouveaux modèles. Voilà. Voilà, merci pour votre attention.